Les vraies voix Sud Radio. Et allez, seul contre tous, comme tous les vendredis, on parle de sport avec le grand sprint final du top 14. Il n'y a plus que 6 équipes qui peuvent encore rêver de soulever le fameux bouclier de Brennus. Ce sera le 15 juin prochain au Stade de France. Et déjà, à l'issue de ce week-end, il n'en restera plus que 4, car c'est les barrages qui débutent ce soir. Objectif est bien décrocher le précieux sésame pour rejoindre en demi-finale Toulouse ou Clermont sont déjà les 2 premiers qualifiés, bien sûr. Sud Radio, la radio du rugby, vous sort le grand jeu. Grande soirée rugby sur Sud Radio ce vendredi. Avant Lyon-Montpellier demain à 17h, Julien Jeunesse et Daniel Herrero nous feront vivre le premier barrage. Ce sera ce soir, donc Racing 92, La Rochelle à partir de 21h. Et dès 20h, on passera le relais d'ailleurs à François Trio et toute son équipe. D'ici là, on va s'occuper des préliminaires du rugby dans le dernier quart d'heure de cette émission. Je sais que vous aimez bien ce terme, voilà. Mais on commence ce seul contre tous par du football avant la finale de la Ligue des Champions demain soir qui opposera 2 clubs anglais, Tottenham et Liverpool. On va, avant de prendre l'accent british, on va prendre l'accent portugais, marseillais ou portugais, c'est comme vous voulez. Portugo-marseillais. Parce que on n'a pas eu d'Abemous Papa, mais on a eu un Abemous Villas-Boas. Tout est allé très vite. Moins d'une semaine après le départ de Rudy Garcia, l'OM s'est trouvé un nouvel entraîneur. C'est son nom, donc le portugais André Villas-Boas, un jeune technicien qu'on a souvent comparé au grand Mourinho. On va y revenir. Un homme de poigne. C'est relatif. Il y a débat. Attention. Alors que l'Olympique de Marseille a conclu une saison catastrophique, c'est pourquoi je l'affirme, seul contre tous, Villas-Boas va relancer l'OM. Vous votez, vous donnez votre avis sur le compte Twitter Sud Radio et puis au 0826 300 300. C'est un peu poil à gratter là. Autour de la table, non pas 2, mais 3 invités avec nous, avec Marie-Ève Wilson-Jamin. Bonsoir. Salut. Ça va bien? Ça va. Avec un maillot. Cette voix qui prend, quoi. Mais c'est normal. Tu fais ton jaloux, Pierre-Maël. Il y en aura pour tout le monde, Pierre-Maël. Avec un maillot de l'équipe de France, c'est ça? Féminine, Et oui. Dans féminine. une semaine, on y est. Donc voilà, il faut penser à elles, ne pas les oublier. Ouais, et qui joueront d'ailleurs ce soir face à la Chine en match amical. C'est le dernier pour match préparer la Corée, c'est amical, voilà, avant la Corée du Sud. Ce sera le premier match du mondial. Autour de cette table aussi, Pierre-Maël Tisnès. Bonsoir, Pierre-Maël. Tu es d'une chaleur et d'un accueil, Benjamin Glès. Ça me fait. Mais je te mets dans tes petits chaussons là. Ah bah là, non, mais je les enlève tout de suite. Et puis avec nous aussi un petit nouveau. Augustin Morio, bonsoir de Sud Radio. On va commencer dans le vif du sujet. Ouh là là, j'ai du mal à parler, c'est tard là. C'est tard ce soir. Il fait chaud, il fait chaud. Pour Benjamin Glès. Avec donc André Villas-Boas, le nouveau coach de l'OM. On l'a appris cette semaine avec la présentation officielle à la commanderie mercredi. Ça allait très très vite. Honneur aux femmes, Marie-Ève. André Villas-Boas, c'est plutôt une bonne nouvelle ou pas? C'est le bon profil pour un club comme l'Olympique de Marseille? C'est pas moi qui vais critiquer les coachs portugais qui arrivent sans aucun titre. Ça rappelle Jardim, ça rappelle un titre à Monaco. Donc non, de toute façon, il faut changer les choses à l'OM. On l'a vu cette année. On peut dire année catastrophique parce que quand on est l'OM, on doit au moins accrocher une place en Europe, que ce soit l'Europa League ou la Ligue des Champions. Donc là, avec l'année qu'ils avaient, et puis avec l'année dernière, la finale de la Ligue Europa, clairement, on s'attendait à autre chose. Bon, c'est sûr qu'avec un attaquant comme Mitroglou, c'était mal parti. Grand attaquant. Grande Donc c'est sûr que je pense qu'il y a eu pas mal de mauvais choix. Un Payet à côté de ses pompes cette année. Après. Je pense que le coup de louper la Coupe du Monde, c'est pas facile de s'en remettre aussi. Thauvin qui a eu des hauts des bas. Ce qui est dommage, c'est que Thauvin, quand il était là, il portait l'OM, mais qu'un seul joueur, c'est pas assez. C'est pas assez dans Donc c'est sûr qu'il faut changer les choses. Après, un coach étranger, pourquoi pas. Villas-Boas, il a tout approuvé, donc c'est ce qui peut être bien pour l'OM en fait. Parce qu'on va parler de son parcours, c'est un parcours assez atypique. Un très jeune entraîneur, il a commencé ses formations, il avait 16 ans. Il avait 16 ans, voilà, il a été repéré par Bobby Robson, qui était l'entraîneur du FC Porto à l'époque, en 94 à peu près. Et c'était son voisin. Ouais, c'était son voisin de palier. Il vivait dans le même quartier, exactement. Et en fait, il l'a impressionné par ses connaissances tactiques. Voilà, exactement. Il y a même mieux, il a envoyé des courriers dans la boîte aux lettres
de Bobby Robson. Pour lui dire quoi changer. Pour, exactement, des courriers tactiques, des conseils, et c'est au bout d'un certain temps, avec de la persévérance, au bout d'un an, je crois. Il n'a pas du tout joué. Il a justement. Non, il a jamais joué. C'est un vrai entraîneur. C'est comme des Nagelsmann qui sont très jeunes entraîneurs. Pur entraîneur, exactement. Et alors, avec un palmarès très rapidement, parce qu'il est revenu sur le FC Porto à 33 ans, avec 4 titres. La première année, c'était en 2011. Et c'est pour ça que le plus jeune a gagné la Ligue Europa. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec ce que tu disais en intro, Benjamin. C'est-à-dire quand tu disais avec le grand José Mourinho, sauf que José Mourinho, c'est vrai, on le surnomme ce Special 2. Special One, c'est en fait, José Mourinho, c'est ça pour Villas-Boas. Mais ce que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'il a fait mieux que Mourinho, c'est-à-dire que jamais Mourinho n'a fait effectivement cet enchaînement que tu es en train de nous dire là, ce quadruplé. Je rappelle, donc c'était en 2011. La Super Coupe du Portugal, la Coupe du Portugal, le championnat du Portugal et donc la Ligue Europa à 33 ans. La Coupe UEFA. Le plus jeune à avoir remporté cette compétition en tant qu'entraîneur. Donc c'est un très beau palmarès. Et avec une saison en termes offensifs juste hallucinante, 145 buts marqués. Monsieur 5-0. 27 matchs gagnés, 3 nuls, donc 84 points pris sur 90 possibles. Ça a été une saison hallucinante et c'est vrai que démarrer sur des bases comme ça, forcément derrière ça suscite des interrogations, des envies. Quand on voit un départ comme ça, on se dit que finalement il peut faire quelque chose à Marseille, il peut apporter quelque chose à Marseille. Sauf que derrière, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Chelsea, il y a eu Tottenham et on voit comment ça s'est passé. Enfin, on peut en parler, je vais peut-être pas. Alors, moi c'est un profil qui m'intéresse énormément. Il a été recruté d'abord du côté de Chelsea avec justement, alors il y avait cette clause libératoire à 15 millions d'euros, ce qui est énorme. Ils ont été le chercher. 2 fois plus qu'il avait gagné sur la saison. Exactement. Et ça s'est mal passé. Une élimination. Alors, c'est dur pour lui parce qu'il a été éliminé en Ligue des Champions. Enfin, en tout cas, non. Il avait perdu le match aller à Naples. Ils se sont qualifiés après. Et ils sont qualifiés après parce qu'il a été viré après un match des mauvais résultats. En fait, ils ont perdu contre Bromwich. C'est ce qu'il a fait dégager. Et c'est là où il est parti. Et au final, son adjoint qui a pris le relais, il a gagné la Ligue des Champions. Et la Coupe d'Angleterre. Exactement. Et la Coupe d'Angleterre. Et après, il y a eu cette expérience à Tottenham où il a fait quand même de bonnes choses parce que c'est lui, notamment, faut pas l'oublier, qui a révélé, notamment, en tout cas, à Tottenham, Hugo Lloris, qui l'a fait monter, qui l'a fait devenir gardien titulaire. Mais là encore, ça s'est mal terminé malgré un bon début. Il a dû partir. Donc, oui, les expériences anglaises, pas terribles, on va dire. Même si c'était des grands clubs, Pierre Mel. En fait, la particularité, ce que ça a révélé d'André Villas-Boas, ce passage en Angleterre, c'est son caractère, c'est ses traits de caractère, un caractère au final assez solitaire, assez fermé dans sa manière de faire, très directif, limite dictatorial. On a une anecdote à Tottenham, c'est Benoît Assou-Ekotto qui avait dit que ce mec était très con, quoi. Quand même, c'est à ce point-là. Donc, c'est avec dire. William Gallas aussi, avec William Gallas, ça avait clashé également. Et après, voilà, il a des particularités, cet André Villas-Boas, mais la particularité que les joueurs retiennent de lui, voilà, c'est quelqu'un qui fait des entraînements très intensifs, qui change tout le temps de schéma tactique, donc qui est assez déroutant en fait et donc clivant. Mais forcément. Ça, Maria, justement, c'est bien justement en France, on se plaint qu'on a des joueurs qui s'entraînent pas assez au niveau du physique, où c'est pas assez dense en termes de préparation, d'enchaînement. Est-ce que justement ça peut être une bonne chose pour l'Olympique de Marseille? Oui, et puis l'expérience anglaise, de toute façon, pour un entraîneur, venir en France derrière, ça peut que être positif. Après, est-ce que ça suffira à l'OM? Parce que le problème, c'est que si c'était... Spoil alert, non. Qu'un souci d'entraîneur, ce serait facile. On l'a vu, excusez-moi, je cite ce que je connais, mais on l'a vu à Monaco. Jardim, changer d'entraîneur, le reprendre. Qui avait été remplacé par Henry, finalement il est revenu. Donc c'est sûr qu'il faut tout de suite que les joueurs... ça prenne, que la sauce elle prenne. Du coup, là, le fait qu'il soit nommé tout de suite, moi je pense que c'est justement la bonne idée. Là, ça y est, la saison est terminée, il commence et bon, il va y avoir les vacances, mais ça va vite commencer avec lui et je pense que du coup, c'est la bonne idée de l'avoir nommé. Maintenant, c'est terminé, hop, on passe à autre chose. Augustin, tu as l'air d'accord. Justement, c'était important de le nommer, de trouver un remplaçant très rapidement à Rudy Garcia. Et je vais relier ça par exemple avec Silvinho et Juninho, à Lyon, qui est une conférence de presse qui a survenu le même jour de l'officialisation du contrat de Villas-Boas. Et en fait, on voit que ça a carrément éclipsé l'officialisation de Villas-Boas, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, parce qu'on n'en a pas assez parlé, je pense. Et pour parler du phénomène assez clivant chez Villas-Boas,
Donc il y a cette anecdote de Gallas qui a été mise à l'écart un peu sans raison. En tout cas, il expliquait. C'est pas le seul. Hein. Ce qui n'est pas le seul. Après, Benoît Souekoto, c'est quand même un joueur un peu, une personne particulière. Mais clairement, en fait, à Chelsea, après ce match aller face à Naples, il s'est mis la moitié du vestiaire à dos à cause du président de Chelsea à l'époque. Et à Tottenham, il s'est passé exactement la même chose. Donc, on sait qu'à Marseille, on sait comment ça passe. Ça peut pas marcher comme ça. Marseille, c'est un club très particulier du championnat de France. Il y a beaucoup de fronde. Il peut y avoir de la fronde du côté des joueurs. Il y a une foule, les supporters il y a aussi. La passion. Et on sait qu'à la moindre série négative, ça peut très mal tourner. Et il y a aussi un autre problème avec Villas-Boas, c'est qu'il a perdu aussi dans des gros matchs en première ligue sur des scores très fleuves. Et ça peut être très très mal vécu par les supporters marseillais. Bon, surtout allez, quand on sait que dans les gros matchs, ils sont. Allez, Sud Radio seul contre tous, ça continue. Merci Augustin. Selon moi, Villas-Boas va relancer l'OM. Pour le moment, vous n'êtes pas d'accord à 61% sur Twitter. Vous continuez. C'est les Parisiens, c'est les Parisiens. Vous continuez de voter. Marie-Ève est autour de la table, Pierre-Maël aussi, et puis Augustin qu'on vient d'entendre. Restez bien avec nous. On continue de parler de l'Olympique de Marseille et de son nouveau coach. Vous commencez à retenir son prénom, son nom. André Villas-Boas. Les vraies voix Sud Radio. Et retour des vraies voix sport dans Seul contre tous. Ce soir, je l'affirme, Villas-Boas va relancer l'OM. Pour l'instant, ça reste inchangé. 61% d'auditeurs qui ne sont pas d'accord avec moi. Allez, votez un petit peu là, faites-moi plaisir. Tu es seul contre tous. Mais oui, je suis vraiment seul contre tous ce soir. Assume. Les vraies voix, vous les entendez, les vraies voix sport autour de moi. Il y a Marie-Ève, Pierre-Maël et puis Augustin qui sont là. On va continuer justement à parler de cette question. On sent que ça divise ce choix d'André Villas-Boas à la tête de l'Olympique de Marseille. Justement, par rapport à ce choix, on sent c'est un choix qui change par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en Ligue 1, avec quelqu'un de très rigoureux, très dur. Est-ce que c'est pas le risque aussi qu'on peut avoir des joueurs qui se révoltent? On l'a vu avec Rudy Garcia cette saison. On a eu des joueurs qui ont de temps en temps qui ont lâché, Augustin. Oui, Thauvin notamment qui a complètement lâché. Alors oui, il y a peut-être un syndrome post-Coupe du Monde. Comme c'est le cas chez beaucoup de joueurs français. Mais je pense surtout qu'en termes de caractère, il va falloir faire un peu le ménage chez les cadres. Et c'est pour ça que ça va être très intéressant de voir qui reste ou non à Marseille et d'adapter en fonction de ça. D'autant que Pierre-Maël, il va falloir en plus faire des économies. Donc sur le recrutement, ça va être des choix importants à faire. Ça va être important parce qu'il y a des joueurs qui veulent absolument pas partir alors qu'ils coûtent un argent monstre à l'OM et qui n'ont rien montré cette saison. Évidemment, impossible de pas parler de Dimitri Payet qui coûte quand même 500 000 euros par mois à l'Olympique de Marseille. Donc quand tu fais le bilan à la fin de l'année, c'est quand même très très lourd. Ça fait du 12 millions par an. Voilà, pour une saison complètement 6 millions par an, pardon. Une saison ratée. Pour une saison ratée. Une saison blanche, c'est quand même très cher payé. Il faut pas oublier, c'est un serpent de mer, Villas-Boas et l'OM. Ça fait plusieurs années qu'ils se tournent autour. En 2014, il avait été approché par La Brune. En 2016, il avait été approché une première fois par McCourt. Je maintiens. Tu parles du profil, des entraîneurs étrangers, etc. On a vu ce que ça a donné avec Bielsa, ça a été chaud et froid. Et forcément, ça s'est mal terminé. Enfin, ça s'est fini en eau de boudin, quoi. Tu vois. C'est pas le même caractère. Quand tu parles aux Marseillais de Bielsa, quand même, je suis désolé, mais il a laissé son empreinte. Et il y avait ce côté un peu aussi, un peu foufou, un peu jeu offensif qui plaisait aux supporters. Et c'est peut-être ce qui peut marcher aussi, Marie-Ève, avec ce Portugais qui dit je veux du jeu offensif. Quoi. On en parlait à la pause. Ce qu'il y a, c'est qu'avec l'OM, la passion, elle est partout. On ne peut pas se promener dans les rues sans sentir cette passion. Il y a le public derrière. Et c'est ce qu'on disait, cette passion, elle est à double tranchant. Donc, il faut des résultats tout de suite. Donc ça va être aux joueurs. On lui laissera pas le temps. On va pas lui laisser le temps. Et c'est sûr que s'il se met très vite le public à dos, il aura les joueurs à dos parce que les joueurs ils vont suivre le public. Donc il faut vraiment que ce soit des résultats très rapides. D'autant qu'on le comprend, les supporters marseillais ils sont en attente. Il y a une saison tellement compliquée qu'on peut comprendre aussi, Augustin, l'impatience qu'ils peuvent avoir dès le début de l'année prochaine de poser les bases et de gagner. Quoi. C'est pour ça que ça va être très intéressant de voir le calendrier parce que je pense que son avenir dépendra énormément de ça. Après, on parlait de jeu offensif. Je suis pas complètement d'accord parce que ça reste le disciple de Mourinho et je pense que dans des gros matchs, il peut avoir des tendances à fermer les blocs. Alors selon toi, Augustin, ça veut dire qu'il se vend comme promo, comme beaucoup d'entraîneurs d'ailleurs. Pour avoir un peu dans sa poche peut-être les supporters marseillais d'une certaine façon. Je pense aussi parce que vas-y. Pierre-Maël. Non, il a installé à chaque fois un jeu offensif. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Benjamin. Là-dessus, partout il est passé, à chaque fois il a tenté. D'ailleurs, ça lui a même été reproché quand il était au Zénith Saint-Pétersbourg. On lui reprochait de tout faire autour de Hulk. Bon, et on voit ce que ça a donné. Ça n'a pas été une saison fantastique. L'OM cette saison, c'est le pire ratio du top 8. C'est plus 8.
Voilà, 60 buts marqués, 52 buts encaissés, je crois. Je crois que c'est ça le ratio. Donc c'est quand même pas terrible, voire pas terrible du tout quand on vise quand même les hauteurs du classement. Voilà, je vais rester. J'ai pas envie j'aime bien Marseille, j'ai pas envie de me faire des ennemis là-bas. Mais pour moi, honnêtement, à l'heure actuelle, c'est pas forcément d'une grande attaque. C'est important, bien sûr, qu'il faut marquer des buts pour aller loin dans un championnat. Mais Marseille a fait une saison catastrophique en défense. Tout le monde l'a dit. Mettre Villas-Boas, pour moi, c'est pas un bon choix. On sait qu'il fait pas forcément, il donne pas la part belle à la défense. C'est pas sa manière d'entraîner. Surtout pour moi, Villas-Boas, ok, ça c'est fait, mais maintenant il faut recruter. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas un grand attaquant. Balotelli, il va partir. Enfin, je pense que c'est pas sûr, parce que peut-être que Villas-Boas, justement, ça va pousser certains à rester. Thauvin devrait partir aussi. Ouais, mais est-ce qu'ils vont pas être attirés justement par ce projet qui peut être mis en place avec Villas-Boas? Sauf que Villas-Boas, il veut partir au Milan. Sauf que Villas-Boas, il parle de 2-3 recrutements cet été. C'est pas assez. Ça me paraît parce peu. Parce que la défense, pour le coup, c'est vrai, Pierre-Maël, elle a été catastrophique cette année. Moi, je revois. Et puis la passe en retrait appelée qui fait but. Enfin, il y a beaucoup d'exemples. Rami qui passe à côté des seuls matchs qu'il a joués. Donc, il y a quand même aussi un gros travail en défense. Je pense que le milieu, il est pas trop mal pour une équipe de Ligue 1 cette année. Mais devant et derrière, il faut recruter. 2-3, c'est pas assez. Je pense que la pierre angulaire du milieu, c'est Morgan Sanson. Et il est approché par des clubs de première ligue. Et c'est pour ça que je pense que quand il parle il a une cote aussi. Il a une belle cote aussi, Morgan Sanson. Et à peu près à 30 millions d'euros. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention à qui part ou qui ne part pas. Et je pense qu'il parle de 2-3 recrutements sans savoir exactement qui va partir. C'est ça. C'est la grosse inconnue. Strootman, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est pas fait du tout qu'il reste. Ça va pas du tout. Avait été recruté d'ailleurs à la demande de Rudy Garcia. Exactement. Et je pense que c'est, à voir, mais c'est peut-être pas un joueur qui correspond au système de Villas-Boas. Donc il y a plein de choses à prendre en compte, le calendrier, les recrutements. Ce sera très intéressant. En tout cas, il aura du travail et va falloir qu'il impose aussi son autorité au sein des joueurs qui ne sont pas toujours faciles aussi là-dessus, Pierre-Maël. Non, c'est ça. Et puis c'est quand même quelque chose de récurrent à l'OM. On connaît la force du vestiaire. On sait quels dégâts ça a pu faire. Comme on sait aussi quels avantages ça a pu être pour l'OM en Europa League. Voilà, en Europa League notamment. Mais après, je suis désolé, mis à part ce parcours qui a quand même été particulièrement chanceux parce que normalement la finale, ils doivent jamais y être, l'Olympique de Marseille. Ils ont un bon tableau. Voilà, on peut dire ça reste une très belle émotion pour les surtout que le but qui les qualifie en finale, il doit être refusé normalement. Il est tiré sur un corner qui doit jamais être. Enfin voilà, on va pas refaire ce parcours-là. C'est des faits de jeu. Exactement, on est complètement d'accord là-dessus. Et on était très content l'an passé d'avoir une équipe française qui nous fasse rêver en finale d'Europa League. Bien sûr. Et c'est pas la première fois, d'ailleurs on pourra en reparler de 93. Parle-en justement, parce qu'il y a quelque chose qui est tombé effectivement là. Parce qu'on a appris des choses en fin de journée ou en fin d'après-midi. On continue d'apprendre des choses. Parce qu'il y a déjà eu des bombes cette année. Exactement. Les dossiers s'empilent. C'est Corlin Dinu, c'est un ancien joueur roumain, un ancien défenseur vedette de l'équipe de Roumanie et du Dynamo Bucarest, qui en fait vient de sortir son autobiographie et il a consacré tout un paragraphe à Bernard Tapie parce que en fait lors de la demi-finale en 93 contre le FC Bruges, l'arbitre était roumain. Et donc apparemment cet arbitre a un petit peu parlé sur la fin là, sur ces dernières années. Et qu'est-ce qu'il a raconté? Il a raconté tout simplement que Bernard Tapie aurait fait passer quelques mallettes de billets à la fois à l'arbitrage et à l'équipe du FC Bruges pour pouvoir gagner cette demi-finale, accéder à cette finale de Ligue des Champions. Donc ça alimente encore plus les suspicions. Exactement. Donc à jamais les premiers dans la corruption, c'est peut-être compliqué. Je voudrais qu'on revienne ensemble sur cette question aussi, parce qu'on l'a dit, c'est un coach portugais qui arrive. On en a de plus en plus des coachs étrangers en Ligue 1. Il y a Tourelle au PSG, Silvinho à l'OL. Silvinho du coup maintenant à l'OL. On a Jardim à Monaco. Enfin, je pense pas qu'il reste. Mais Villas-Boas parle mieux français que Jardim quand même. C'est pas compliqué. C'est vrai. On sent que sur les conférences de presse ça a été compliqué. Bon, il est sympathique, donc c'est déjà ça. Mais bon, moi je parle pas portugais, donc c'est pas facile. Bon, Marie-Ève, comment on explique qu'il y ait autant de coachs étrangers, de plus en plus en tout cas en Ligue 1? C'est quand même assez surprenant, surtout sur des gros cylindrés comme ça. C'est surprenant. Après,
Il y a Genesio, on en parlait tout à l'heure à Lyon, qui s'en sort bien. Et c'est vrai que les coachs, les coachs français, je sais pas où est le problème. Moi, il y a Arsène Wenger, pour moi, qui a été un grand entraîneur, mais qui est parti après. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'exportent aussi. Enfin, de plus en plus, moi, Ouais, c'était le cas de je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle global aussi. Mais pourquoi la France n'attirait pas les coachs étrangers ? Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Qu'on attire des joueurs étrangers, qu'on attire des coachs étrangers. Je trouve de plus en plus attractive. Et puis ça correspond aussi au mercato récent. Il ne faut pas oublier non plus que les 2 joueurs les plus chers du monde aujourd'hui, ils jouent en France. Donc voilà, sur le marché, dans les prévisions, voilà, Neymar et Mbappé, ils sont en France. Alors certes au Paris Saint-Germain, mais ils sont en France, quoi qu'il arrive. Donc oui, c'est peut-être pour ça aussi. Allez, Sud Radio continue, seul contre tous. Je l'affirme toujours. Villas-Boas va relancer l'OM et j'ai perdu. Voilà, 61% des auditeurs par une défaite, qui sont contre moi. Je vais essayer de me rattraper sur le rugby après la Ligue des Champions. Marie-Ève reste avec nous, Pierre-Maël aussi, Augustin, vous êtes avec nous, bien sûr, nos vraies voix sport. On va parler de la Ligue des Champions puisque la finale, c'est demain. Alors restez bien avec nous. Les vraies voix Sud Radio. Ben oui, on est ensemble à l'approche du week-end. Vous faites peut-être le pont, vous êtes déjà peut-être en week-end. Nous, on continue à vous parler football sur Sud Radio, seul contre tous. On va ouvrir une page Ligue des Champions avec vous, Marie-Ève, Pierre-Maël, Augustin, autour de la table dans le studio Sud Radio, puisqu'on a la finale de la Ligue des Champions demain soir avec une affiche 100% anglaise. Donc on va parler anglais. Non, je rigole. Allez, avec cette opposition entre eux, vous entendez, mais oui, ça fait vibrer, hein. Pour les Marseillais. L'hymne de la Ligue des Champions. Avec ce match entre Tottenham et Liverpool, donc pour remporter cette Ligue des Champions, une finale complètement anglaise. Alors est-ce qu'on y perd, est-ce qu'on y gagne? Ça fait plus finale de Cup anglaise finalement que de Ligue des Champions, non, Marie-Ève? Ce qu'on espère surtout, c'est qu'il y ait du spectacle, quoi, parce que c'est vrai que Liverpool fait une telle saison que moi j'espère vraiment qu'ils vont aller au bout. C'est toujours la question quand on arrive en finale. Il faut se lâcher, la dernière marche. Voilà, il faut jouer comme on sait jouer, et c'est toujours le risque en plus de rencontrer une équipe qu'on connaît très bien. Là on l'a vu, Chelsea-Arsenal, tu voulais en parler, Augustin, c'est sûr que ça reflète pas... C'était la finale de la Ligue Europa avec une première période très terne. C'est une compétition 0-0, assez spectaculaire ça termine d'habitude. Ouais. C'est une compétition, il y a beaucoup de buts, notamment quand les clubs anglais jouent. On se souvient de Chelsea avec le Slavia Prague par exemple. Et Arsenal qui procurait un très beau jeu. Et on l'a vu notamment au match retour à Valence, alors qu'à l'extérieur, Arsenal a beaucoup de mal. À Valence, ils ont déjoué les pronostics. Ouais. Très beau match. Et on s'attendait justement à ce que Arsenal continue sur cette vague en se déplaçant. Parce que Bakou, il fallait se déplacer, c'était Bakou, l'Azerbaïdjan, c'était loin. C'est un déplacement pour Chelsea aussi, mais Chelsea a moins de mal à se déplacer. Arsenal, c'est une équipe qui est connue en Europe pour avoir beaucoup de mal à se déplacer. Et ça a été très frustrant. Alors moi j'ai beaucoup de mal avec les pistes d'athlétisme au monde de terrain de foot. C'est affreux. C'est pour ça que les stades anglais, on parle anglais, on parle des anglais, mais les loin stades du terrain. c'est la référence. Les pelouses nickel, les stades très proches, les tribunes très proches de la pelouse. Et ça a été très frustrant, pas seulement dans le jeu où les équipes étaient. Alors je sais pas si c'était du stress, de la pression ou on sentait un peu de stress au début de la rencontre. Et puis le public après, c'était un titre qui était important pour les deux équipes, notamment pour Chelsea, important. Qui disait au revoir à Eden Hazard aussi. Donc, c'était l'occasion pour Arsenal d'aller en Ligue des Champions. Ça fait longtemps qu'ils y sont pas allés. Ils attendaient beaucoup. Ils avaient fait sur la chaîne YouTube, ils ont fait des films de 6 minutes. Nous arrivons à Bakou. Enfin, ils attendaient beaucoup, les supporters. Ils ont été très déçus. Et moi, je pense qu'il faut faire attention au final, à pas trop s'enflammer. Alors après, c'est vrai qu'on a quand même les deux équipes les plus spectaculaires avec l'Ajax éventuellement de cette Ligue des Champions. C'est deux équipes qui jouent. Et c'est pour ça que ça peut changer aussi. Mais Chelsea et Arsenal jouaient très bien en Europa League aussi, donc on peut être surpris dans le mauvais sens, et j'espère pas. Bon, Pierre-Maël, ça te fait rêver cette affiche, cette finale entre Tottenham et Liverpool? Oui, clairement. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de nous dire Augustin, à savoir qu'effectivement, je pense que ce sont les deux équipes qui ont le plus joué en Ligue des Champions, qui ont joué le plus libéré, qui ont pris des risques. Et c'est clairement ce qu'on demande aux grandes équipes européenne en Ligue des Champions. C'est ça qu'on veut voir de toute façon. Après, sur un match, on peut pas savoir ce que ça va donner de toute façon. On sait que Liverpool a l'habitude des renversements de situation juste impressionnants. Il faut savoir quand même juste que dans les deux confrontations en Première Ligue cette saison, c'est Liverpool qui l'a emporté systématiquement et sur le même score, 2-1 à chaque fois face à Tottenham. Donc voilà. Donc c'est serré. Ça reste serré.
mais c'est ouvert. Je pense que c'est vraiment une finale qui sera ouverte. Avantage quand même psychologique pour Liverpool qui a une finale perdue l'an passé. Finale dans les pattes l'an dernier. Hein, et ils ont envie de rattraper le coup. Et Tottenham sans Harry Kane quand même. Oui, qui exactement. est quand même c'est le facteur X. Une pièce maîtresse. C'est la star de cette équipe. Même s'ils ont réussi à se qualifier en finale sans lui, mais bon. On a été surpris. On a été surpris dans le bon sens par Llorente, qui a quand même participé à la qualification contre City, qui est un joueur, c'est un joueur de pivot un peu lourd, mais il peut faire des différences sur la défense de Liverpool, qui est très dur à dribbler. On sait que Van Dijk s'est toujours pas fait dribbler en première ligue. Donc c'est des joueurs très durs à dribbler, et je pense que les ailes rapides de Tottenham vont pas forcément aider. Et il faut un joueur très puissant. Et je pense que Llorente peut faire mal là-dessus. Ouais. Il y a un autre joueur dont on peut parler aussi, c'est Mohamed Salah, qui parce qu'on se souvient, c'était atroce, affreux l'an dernier en finale face à Sergio Ramos. Ce geste qui a fait le privé de finale. Après sur le mondial, c'était compliqué pour lui de revenir. On sentait qu'il était encore un peu juste. Pour Salah, qui est un des meilleurs joueurs au monde, finalement, ça va être un peu une revanche, Marie-Ève. Oui, et puis ça conclurait une tellement belle saison pour lui. Il a fait vraiment, pour le coup, un post-mondial pour moi magnifique. Et puis une attaque de feu. Il n'y a pas que Mohamed Salah, mais c'est sûr que l'Égyptien, il a été au-dessus du lot cette année. Donc c'est pour ça que Liverpool mérite, j'ai envie de dire, même si c'est ce qu'on dit, sur un match tout peut se faire. Mais sur la saison, franchement, Liverpool mérite ce titre. Donc, et au palmarès aussi, Liverpool, c'est quand même 5 Ligues des Champions déjà pour Liverpool. Il n'y en a aucune pour Tottenham. Et alors, Tottenham... Aucune pour Klopp. Ouais. On va en parler parce qu'il a déjà 2 finales de Ligue des Champions dans les pattes. Une avec Dortmund, une avec Liverpool. Les 2 perdues. Et je pense que pour lui, c'est l'occasion enfin de prouver que c'est pas juste un loser qui joue très bien, mais que c'est vraiment un gagnant. Et en plus, on le voit dans sa mentalité. C'est quelqu'un de passionné, qui mérite totalement cette Ligue des Champions, et même si Pochettino la mérite tout autant. L'ancien du Paris Saint-Germain, d'ailleurs. Exactement, l'ancien joueur. Et de Bordeaux. Quel joueur. Et je pense que c'est l'occasion pour Klopp de jouer sur un match, peut-être l'image qu'on retiendra de sa carrière. De devenir un peu un winner finalement, Pierre Maël, parce que c'est vrai que c'est un entraîneur emblématique, quand même très connu. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, effectivement. Et puis surtout, c'est très vrai ce que vient de dire Augustin. Il la mérite, cette Ligue des Champions, Jürgen Klopp, parce qu'à chaque fois il a été vraiment à ça. Il n'a pas été aidé par son gardien la saison passée en finale contre le Real Madrid. Qui d'ailleurs, pour l'anecdote, se rendra pas à la finale parce que c'est le chat noir. Alors il est plus au club, il est parti, mais on lui avait proposé, on l'avait invité à Madrid, et finalement il veut pas parce qu'il a peur de porter la poisse. Et puis Klopp aussi a dû faire avec les blessés. Il a dû composer sur une saison compliquée. Ils ont perdu la première ligue sur la dernière journée au dernier moment face à City, donc je pense qu'ils ont vraiment ils ont les crocs, ça c'est évident, mais ils les avaient déjà l'an dernier contre le Real Madrid. On parlait de joueurs un peu de X-Factor, on parlait d'Harry Kane. Moi je pense que Tottenham, on a tendance à l'oublier, mais il y a un Français qui se retrouve encore une fois au top sur toute une saison, c'est Hugo Lloris, évidemment. Et Moussa Sissoko aussi. Et Moussa Sissoko qui a été élu meilleur joueur de la saison par les fans. Meilleur joueur, exactement. Mais Hugo Lloris quand même, champion du monde l'été dernier. Il va jouer la finale de la Ligue des Champions. Il est même pas dans le top 5 pour le Ballon d'Or, quand même, on le rappelle, cette saison. C'est dit. Non mais c'est dit, parce que c'est hyper important de le rappeler, parce que l'air de rien, on oublie encore une fois l'importance des gardiens et surtout le parcours qu'il a eu. Il a juste été exceptionnel toute cette saison, Hugo Lloris. Il a été en bleu. On parlait tout à l'heure de ces bleus qui ont raté leur saison après le mondial gagné. Hugo Lloris a prouvé qu'on pouvait faire une très bonne saison, arriver en finale de Ligue des Champions et peut-être même s'imposer. Ça sera clairement un joueur essentiel demain pour Tottenham s'ils veulent s'imposer. Et ça serait beau pour lui s'il gagnait la Ligue des Champions. C'est vrai que ça serait énorme. Augustin, parce que tu parlais de Moussa Sissoko aussi, c'est un autre Français international qui joue à Tottenham, mais qui est un peu plus un joueur qui va récupérer les ballons, besogneux, c'est ça exactement. Donc c'est vrai qu'on le voit moins peut-être sur un terrain, et pourtant il fait un travail énorme dans cette équipe. Alors j'aime pas trop le rappeler, mais on a joué une finale de l'Euro 2016. Et dans cette finale, c'est Moussa Sissoko qui a été élu homme du match. Et je pense que c'est quelqu'un qui a fait un Euro globalement qui a une revanche énorme à prendre sur le fait de pas être allé à la Coupe du Monde. Et on peut s'attendre à un très très gros match de sa part. Alors même si le milieu de Liverpool, c'est des clients aussi en face. Les Fabinho et Wijnaldum. Ça me dit quelque chose. Fabinho et la monnaie grecque se réveille là, Marie-Ève. Après, on va pas faire une chronique tactique non plus, mais c'est vrai que c'est quand même
très agréable de voir des Français aussi performants, alors que d'autres sont un peu plus dans l'ombre. Et je pense aussi, je voulais rebondir sur le fait qu'Hugo Lloris fasse une très belle saison. Il y en a un autre qui fait une très belle saison en face dans les cages, c'est Alisson. Alisson qui a un face-à-face des gardiens. En plus que Hugo Lloris, un sacré jeu au pied, qui est un 12e joueur, très clairement. Et alors, si en plus le public d'Anfield est au rendez-vous, ça fera 13 joueurs. Avec des supporters qui vont anglais qui seront nombreux du côté de Madrid, avec près de 30 000 supporters qui ont décidé de faire le déplacement. Alors juste pour la petite anecdote, il y a 2 terminaux à l'aéroport de Madrid. Il y en a un pour les supporters de Tottenham et un autre pour les supporters de Liverpool. C'est plus facile d'aller à Madrid qu'à Bakou, c'est sûr. C'est peut-être une plus belle ville aussi. C'est plus simple. Un petit pronostic là justement sur le résultat de demain. Est-ce que vous attendez déjà à des buts, Marie-Ève? Moi, j'espère. J'espère que l'enjeu va pas prendre le pas sur justement la qualité. Moi, je vois 3-1 Liverpool avec un petit doublé de Salah. Ok, complètement d'accord. Je pense au même score 3-1 également pour Liverpool qui peut, à mon avis, tuer le match en début de seconde mi-temps assez rapidement. Je vois vraiment Liverpool tuer le match en début de seconde période et puis après assurer le coup. Mais je vois mal, au vu de la saison et au vu de la domination en première ligue de Liverpool, comment Tottenham pourrait venir les bousculer. À voir, mais en tout cas, c'est certain qu'on aura une belle finale. Augustin, ton pronostic? Je vais être un peu plus original. Enfin, je vais essayer d'être original. Merci. À l'original. Augustin, l'original. Parce que de base, je voyais un partout. Un 2-1, pardon. Et finalement, je pense que je vois un partout. Parce que le milieu besogneux de Tottenham peut faire le travail. Llorente aussi en attaque. On a vraiment des joueurs qui ont envie des deux côtés. Et je pense que ça va être très moche quand même. Ce serait moche, mais je pense que ça risque d'être. Finir au pénalty, l'horreur. Là, on va être stressé, on va être très stressé. Et toi, Benjamin, ton pronostic? Moi, ça me ferait quand même, ça me ferait plaisir quand même que Lloris remporte cette Ligue des Champions. Ouais. Donc, et puis en plus, il y a personne qui est là pour soutenir Tottenham. Donc voilà. Ouais, enfin, il y a des anciens Parisiens aussi. Donc bon, c'est peut-être pour ça aussi. Allez, Sud Radio continue seul contre tous. Les vraies voix sport ce soir. Marie-Ève, Pierre-Maël, Auguste. Vous restez avec nous, on va parler rugby, top 14 dans le dernier quart d'heure de cette émission avec le début des barrages ce soir, une grande soirée rugby Sud Radio, ne ratez pas ça. Racing 92 La Rochelle à suivre en direct à 21h au stade Yves du Manoir avec Julien Geneste et Daniel Herrero. Dans un instant, on en parle avec nos 2 invités, Philippe Spanghero et puis Vincent Clerc sera avec nous.